Arrêtez-vous 2 secondes et prenez le temps maintenant de vous poser la question. Est-ce que la semaine passée, il y a plus de jours où j'ai été heureux ou plus de jours où j'ai été malheureux? Et avec quelle proportion? Un phénomène assez affolant qui est en train de se passer dans notre société, c'est qu'il y a de plus en plus de gens qui répondront de manière négative à cette question. Le taux de suicide, le taux de dépression est en train d'augmenter d'année en année. De plus en plus de gens perdent espoir et on a l'impression de ne pas savoir dans quelle direction aller, alors qu'on voit de plus en plus de gens réussir sur les réseaux sociaux. Mais je pense que le plus grave, le plus affolant dans tout ça, c'est que la majorité d'entre nous avons l'impression d'être perdus. On ne sait pas quel est le but de la vie, qu'est-ce qu'on devrait faire, qu'est-ce qu'on ne doit pas faire, comment on doit se comporter, qu'est-ce qu'on doit améliorer, comment changer les comportements qui nous desservent. Et cette sensation profonde d'être perdu, de ne pas savoir à qui poser les questions et dans quelle direction se diriger, eh bien, elle crée un sentiment profond de solitude et de désespoir. Mais souvent, la solution, elle ne se trouve pas devant, elle se trouve derrière. Et les meilleures réponses, on peut les trouver dans le passé. C'est ce qui s'est passé pendant toute la période de la Renaissance, cette période de l'histoire connue où on a vu une progression technologique et sociétale énorme, car on a retrouvé certains des écrits des années précédentes. On est retombé sur les meilleurs philosophes, les meilleurs mathématiciens, les meilleurs scientifiques de la société grecque et de la société romaine. On avait, pendant le Moyen-Âge, oublié toutes ces choses-là. C'est en les redécouvrant qu'on a eu une des périodes avec la plus grande croissance de l'histoire. Eh bien, je pense qu'aujourd'hui, il faut qu'on vive à nouveau une renaissance. Car la société a évolué tellement vite qu'on en a oublié les bases. On a perdu les principes, les règles qui étaient transmis de père en fils, de mère en fille depuis des milliers d'années. Et c'est pour ça qu'on se sent profondément perdu. Pour réaliser cette vidéo, je me suis plongé à nouveau dans la philosophie stoïcienne. Et j'ai relevé 10 principes, 10 leçons, 10 règles que vous devez absolument appliquer si vous voulez reprendre le contrôle de votre vie. Ces règles-là, je vais les transmettre à mes enfants le plus tôt possible, car je suis convaincu que j'aurais été beaucoup plus loin dans ma vie et j'aurais vécu une vie bien plus noble si je les avais connues plus tôt. Je pense que tous les parents, tous les pères, toutes les mères devraient transmettre ces choses-là à leurs enfants. Et je vous invite à partager cette vidéo avec un de vos proches afin de transmettre ce message au plus grand nombre. Allez, c'est parti. Cette vidéo est réalisée sans script, sans coupure, donc pardonnez-moi s'il y a des hésitations de langage, si je cherche un petit peu plus mes mots que d'habitude. Je vois que ce style plaît beaucoup à la chaîne, donc j'essaie de faire des vidéos plus posées, peut-être un petit peu plus longues, mais où je prends le temps d'expliquer chacun des concepts que je présente dans la vidéo, et je le fais sans script, je le fais sans prompteur. J'ai vu quelques personnes dans les commentaires penser qu'il y avait un prompteur, vu que j'essaie de bien vous regarder dans les yeux, mais en effet, je peux regarder là, je peux regarder ici, il n'y a pas de prompteur, c'est fait 100% en impro, et ça demande pas mal de travail, donc n'hésitez pas à mettre un like, n'hésitez pas à m'encourager dans les commentaires, ça fait extrêmement plaisir à chaque fois que vous le faites. On commence avec le premier enseignement qu'on peut tirer de nos ancêtres, et en particulier de Marc Aurèle, qui est la figure de proue du stoïcisme, qui est un empereur romain de 100 et quelques avant Jésus-Christ, et de qui on a retrouvé en fait les écrits. Il avait un carnet de notes où il écrivait voilà, ses pensées, ses difficultés, ses problèmes, ses raisonnements. Et ce carnet de notes, on a eu énormément de chance car on l'a retrouvé, et ça a créé un livre Penser à soi-même, qui a été traduit dans toutes les langues et qui est un best-seller international et qui a vraiment lancé le mouvement du stoïcisme. Et en fait, Marc Aurèle, ce qui est assez impressionnant, c'est qu'il avait le job le plus dur du monde, donc faire avancer l'Empire romain avec toutes les guerres, les pestes, les difficultés qu'il y avait à cette époque-là, et qu'il a vécu une vie admirable où il a toujours essayé de mettre en avant ses valeurs et d'être une bonne personne, et c'est un peu ce courant philosophique qui a donné naissance au stoïcisme. Et bien Marc Aurèle, un des premiers trucs qu'il nous apprend, c'est qu'il ne faut pas succomber à ses désirs. Je cite: « L'homme qui s'adonne au plaisir corporel de manière excessive devient, à proprement parler, un esclave de ses plaisirs. » Et ce qui est assez insolite, c'est que au moment où Marc Aurèle écrit ce texte, il y a des millions d'esclaves. C'est courant d'avoir des esclaves. À ce moment-là, il y a plein de peuples qui ont des esclaves en même temps. Et aujourd'hui, de nos jours, c'est une pratique bien moins courante. Mais en fait, on se rend compte qu'il y a certes moins d'esclaves
dans le sens traditionnel du terme, mais il y a beaucoup plus de personnes qui sont esclaves des désirs corporels, comme le dit Marc Aurèle. En effet, il y a des milliards de personnes qui sont soit l'esclave du porno, soit l'esclave d'une drogue comme l'alcool, la nicotine, la weed ou d'autres drogues, ou alors qui sont l'esclave des réseaux sociaux, des jeux vidéo, etc., etc. Je pense que pour les personnes qui regardent cette vidéo, il y a peut-être 1% d'entre vous qui sont l'esclave d'aucune des choses que je viens de citer. Et le problème avec ça, c'est que quand on perd le contrôle de sa vie, quand on a un maître, que ce soit un autre humain ou que ce soit une entreprise de jeux vidéo ou de création de vidéos pornographiques, eh bien, on vit une vie qui n'est plus celle qu'on a envie de vivre. On donne le contrôle de notre vie à quelqu'un d'autre et donc on ressent un profond désespoir, un profond mal-être en fait par rapport à la manière dont on vit notre vie, et ça peut être conscient comme ça peut être inconscient. Il y a des personnes qui sont l'esclave des réseaux sociaux ou du porno ou d'un jeu vidéo et qui ne sont même pas au courant que c'est le cas, mais qui ressentent quand même ce mal-être. Il y en a d'autres qui savent et qui essayent de se défaire de cette addiction, mais qui ressentent aussi le mal-être car ils n'ont pas réussi encore à le faire. Un des commentaires que j'ai reçu sur une de mes anciennes vidéos où je parlais de l'addiction au porno, c'est que en fait le problème c'était pas de regarder du porno, mais c'était la relation que la personne avait avec le porno, la masturbation ou une addiction en général. Et je pense que c'est totalement vrai. Le problème, c'est pas de s'adonner une fois à ce genre de plaisir. Et la philosophie stoïcienne est totalement en accord avec ça. On a le droit de succomber au plaisir de la chair, au plaisir corporel, à nos désirs, etc. de temps en temps. Le problème, c'est quand ça devient une addiction. En fait, la même action a une signification complètement différente en fonction du contexte. Si par exemple, vous jouez aux jeux vidéo parce que vous êtes en vacances, voilà, vous voulez faire une petite partie de Call of Duty avec vos potes, c'est pas du tout grave, c'est même plutôt sain. Il faut voilà, avoir du plaisir dans la vie, surtout c'est un truc social, etc. On a du fun, c'est pas du tout un problème. Mais quand on développe une addiction, quand on a besoin de jouer aux jeux vidéo, quand c'est quelque chose qu'on fait alors que ça nous apporte plus vraiment de plaisir, qu'on le fait par habitude, par automatisme, qu'on se sent mal si on le fait pas, et bien là c'est complètement différent parce qu'on est passé de quelqu'un qui fait quelque chose par plaisir ou qui fait quelque chose pour avancer dans sa vie, à quelqu'un qui fait quelque chose parce qu'il est sous l'emprise de la chose, parce qu'il en est réellement devenu esclave. Et je pense que la meilleure manière d'aborder ça, c'est de comprendre la différence entre un désir et une quête. Si on fait quelque chose dans la quête d'un objectif, c'est sain. Si on fait quelque chose parce qu'on est accro à un certain désir, c'est malsain. Prenons l'exemple de rencontrer une fille, par exemple. Si on rencontre une fille parce qu'on a un désir profond de sexe et qu'on est obligé de le faire parce qu'on a une addiction autour de ça et que chaque jour on essaie de rencontrer une nouvelle fille, qu'on passe des heures sur Tinder et qu'on a vraiment envie de pouvoir avoir notre sexe, etc. Ça, c'est du désir. On est l'esclave d'un désir, on est accro au sexe, c'est malsain. Même chose pour un jeu vidéo, même chose pour un réseau social, etc. Et je pense que vous arrivez à sentir cette énergie-là, cette énergie du désir, cette énergie de l'addiction, où on est comme ça, où on a vraiment un besoin d'obtenir quelque chose. On a besoin de jouer aux jeux vidéo, on a besoin d'aller sur les réseaux sociaux, on a besoin de voir la notification, etc. Cet état d'esprit, il est fondamentalement malsain. Et à l'inverse, on a la quête. La quête, c'est quelque chose où on se concentre sur le long terme, où on va dans une direction claire, où on a une certaine tranquillité. Et quand on a cette envie de quête qui va vers le long terme, eh bien, on peut avoir des comportements qui sont où on succombe à des désirs, mais à ce moment-là, c'est beaucoup moins problématique. Si, par exemple, on a envie de trouver sa femme, on est dans la quête à long terme de trouver sa femme, et que pour trouver sa femme, on doit aller à un date, on doit rencontrer des personnes, on doit peut-être devenir meilleur en séduction, eh bien là, c'est beaucoup moins malsain, parce qu'on le fait dans un objectif à long terme, on le fait parce qu'on est sur une quête, et on le fait pas parce qu'on a un besoin d'un plaisir à court terme. Même chose, si on passe un peu de temps sur les réseaux sociaux parce que c'est la fin de journée, on est fatigué, on a juste envie de passer un peu le temps, etc. C'est pas trop grave. Si on a une quête à long terme qui est de réussir dans la vie, dans le business, dans les études, de devenir une bonne personne, etc. Et que sur le chemin de cette quête, on se pose le long de la route et on check vite fait Instagram, c'est pas grave. À l'inverse, si on a besoin de checker Instagram parce qu'on a besoin de notre hit de dopamine et on a envie de savoir, etc., et c'est notre addiction journalière, là, c'est beaucoup plus problématique. Et là où c'est peut-être un petit peu plus surprenant, c'est que ça vaut aussi par rapport à l'argent. Il y a une grosse différence entre vouloir avoir de l'argent tout de suite maintenant et être sur la quête de devenir riche, d'avoir une bonne carrière professionnelle, de réussir professionnellement. On veut dans les deux cas de l'argent, mais l'état d'esprit derrière est complètement différent. Si vous voulez de l'argent tout de suite maintenant, vous allez
Vous allez investir votre argent n'importe comment. Vous allez croire tous les gens qui vous disent que vous pouvez devenir riche sans rien faire en un claquement de doigts. Vous allez prendre beaucoup trop de risques. Vous n'allez pas vouloir faire des efforts. Vous allez vous concentrer sur l'argent qu'il y a tout de suite, mais vous n'allez pas vouloir lire un livre ou apprendre ou devenir meilleur, etc. Parce que vous êtes de nouveau dans cet état d'esprit, je veux tout de suite maintenant. Si à l'inverse, vous vous concentrez sur le fait de je veux devenir riche à long terme, je suis sur la quête de mon accomplissement professionnel et d'être utile pour la société et donc de créer de la valeur et de l'argent et recevoir de l'argent en retour, et bien là vous allez aussi vouloir gagner de l'argent, mais le mindset sera très différent et donc vos actions aussi. Vous ne serez pas l'esclave de l'argent, vous ne serez pas l'esclave des réseaux, vous ne serez pas l'esclave du sexe, vous serez simplement un homme sur la quête de l'atteinte de ses objectifs à long terme. En parlant d'objectifs à long terme, on arrive sur la deuxième leçon qu'on peut tirer de nos ancêtres, que tout parent devrait donner à ses enfants, qui est qu'il faut absolument donner un sens à sa vie. Alors ce que je vais dire va peut-être vous étonner, et j'ai changé d'avis récemment sur le sujet. Je pense qu'avoir comme objectif ultime d'être riche et d'être le plus riche possible est une erreur. C'était mon objectif pendant longtemps et j'ai changé récemment d'avis là-dessus, et comme on l'a vu plus tôt, c'était pas l'objectif de Marc Aurèle. Marc Aurèle, il a refusé de vivre dans le luxe, il a dilapidé une partie de sa fortune pour le bien de son royaume, de son empire. Et c'est parce qu'il avait un objectif plus profond que le fait d'être riche. Je pense pas qu'être riche c'est un mauvais objectif, je vais pas du tout faire partie des personnes qui disent que l'argent c'est mal et vouloir être riche c'est mauvais, il faut se concentrer sur les choses simples de la vie, etc. C'est pas mon discours. Mon discours, c'est que vouloir être riche, c'est extrêmement bien, parce que l'argent permet d'accomplir énormément de choses et permet d'atteindre énormément d'objectifs. L'argent, c'est pas une fin, c'est un moyen, c'est quelque chose qui vous permet d'avoir presque tout ce que vous voulez dans la vie, y compris la santé par exemple. J'ai eu des problèmes de santé il y a 2 ans, je pense que ces problèmes de santé, si j'avais eu moins d'argent, ça aurait été beaucoup plus difficile de les résoudre. J'ai pu me payer les meilleurs médecins, j'ai pu voyager pour voilà, avoir des traitements dans les meilleurs pays, j'ai pu me payer tous les compléments, changer mon mode de vie, etc. pour résoudre mon problème beaucoup plus efficacement que j'aurais pu le faire si j'avais pas d'argent. Même chose. Il y a des gens qui pensent que avoir de l'argent, ça permet pas d'avoir des amis. Je peux vous promettre que quand vous êtes riche, c'est beaucoup plus facile d'avoir des amis. Non pas des amis qui seront là juste pour votre argent, des amis qui sont là parce qu'ils vous kiffent en tant que personne. Ces amis-là, vous les trouvez aussi grâce à l'argent parce que vous pouvez créer des situations où vous allez pouvoir rencontrer des personnes qui sont des personnes intéressantes. Si vous n'avez rien à apporter, si vous n'avez pas d'argent, vous pouvez pas aller dans les meilleurs restaurants, vous pouvez pas avoir des meetings avec des gens intéressants, vous avez peut-être même aussi pas le temps de créer des connexions avec d'autres personnes. Un truc tout con, moi quand j'ai réussi à avoir de l'argent, eh bien j'ai pu déménager avec mes meilleurs potes, on a pu arrêter nos études ensemble, changer de pays, etc. Et on a créé des relations extrêmement proches qui n'auraient pas été possibles de créer si on n'avait pas eu ces expériences grâce à l'argent. Donc je pense que l'argent permet d'avoir énormément de choses. Mais je pense que d'avoir l'argent comme objectif ultime est une erreur. L'argent, c'est un bon moyen, 1, d'obtenir plein de choses intéressantes, 2, de juger d'à quel point vous avancez vite et bien dans l'amélioration de votre vie professionnelle. Mais si vous l'avez comme objectif principal, comme objectif final, vous allez perdre un peu le goût de la vie. Parce que vous n'allez pas oser prendre de risques, vous allez avoir peur de perdre votre argent. Vous allez être concentré sur le court moyen terme et être obsédé par l'argent que vous avez dans votre compte en banque. Et ça vous empêchera de vraiment développer une motivation plus profonde. Parce qu'au final, l'argent, c'est juste des chiffres sur un compte en banque. Et en tant qu'humain, on a besoin de se battre pour une cause qui est plus profonde que ça. On n'arrivera jamais à atteindre le 100% de notre motivation si notre but, c'est juste de voir des chiffres s'accumuler sur un compte en banque. Donc, ce que je vous recommanderais de faire, c'est de trouver une cause profonde pour laquelle vous vous battez. Et c'est ça qui vous permettra de faire des vrais sacrifices, c'est ça qui vous permettra de vraiment avancer et d'être motivé malgré les moments difficiles. Donc la première manière de créer cette cause, c'est de se dire pourquoi est-ce qu'on veut de l'argent. Ça, j'en ai parlé plusieurs fois, se créer un pourquoi, lister ses motivations profondes qui expliquent pourquoi est-ce qu'on a envie de réussir. On n'a pas envie de réussir pour avoir 1 million sur le compte en banque. On a envie de réussir parce qu'avec ce million, on peut aider notre famille. Parce qu'avec ce million, on peut changer de pays. Parce qu'avec ce million, on n'a plus jamais à dire oui à un patron alors qu'il nous demande de faire un truc qu'on trouve complètement inutile. On a envie d'avoir ce million parce qu'avec ça, on peut, je sais pas, créer une association. On peut se battre pour une cause qui est importante pour nous. On peut être respecté parce qu'on a accompli quelque chose et ça donc prouve qu'on est capable d'atteindre nos objectifs. Ce million-là, il représente beaucoup plus de choses que juste un 1 et 6 zéros juste après. Donc, la première manière de se créer un objectif à long terme, de se créer une cause, de se créer une vision,
c'est de réfléchir pourquoi est-ce qu'on veut de l'argent. La deuxième manière de se créer une vision à long terme, c'est de réfléchir à vraiment qu'est-ce qui est important pour nous. Comme on l'a dit avant, l'argent c'est un moyen, c'est pas une fin. Mais c'est quoi la fin du coup? Et là, il y a plusieurs solutions qui s'offrent à vous. J'adore poser la question à mes amis, quelle est la KPI pour laquelle tu optimises la vie? Quel est l'indice de performance clé? Quel est le chiffre, la donnée pour laquelle tu optimises ta vie? Et c'est drôle, la plupart d'entre nous, on vit une vie, on fournit des efforts et des efforts, mais on ne sait même pas quel est l'objectif final. C'est quoi l'objectif final? Pourquoi est-ce qu'on fait ce qu'on fait? Et à force de me poser la question, j'ai trouvé 3 raisons principales pour moi. La première, c'est que je veux minimiser mes regrets. Je veux, à chaque année de ma vie, que ce soit maintenant, quand j'aurai 40 ans, 50, 60, 80, pouvoir me dire « Ok, j'ai mis pas mal ta vie quand même. T'as pas trop de regrets, t'as plus ou moins bien fait les choses. » Ça, c'est une de mes motivations principales. Pouvoir se dire « Ok, j'ai pas tout fait bien, mais j'ai vraiment essayé, j'ai à chaque fois donné le meilleur de moi-même, j'ai pris les meilleures décisions, j'ai osé passer par-dessus mes peurs, etc. » Deuxième grosse motivation, c'est apprendre. C'est pouvoir se dire chaque année de ma vie, putain, qu'est-ce que j'ai appris? Putain, qu'est-ce que j'étais con l'année passée? Ça, c'est le meilleur signe que vous avez réellement appris et que vous pouvez être fier de vous, c'est quand vous regardez le vous de l'année passée et que vous réalisez à quel point il était stupide. Si vous regardez le vous d'il y a 1, 2, 3 ans et que vous vous disiez, ah oui, bon, déjà, j'étais pas mal à l'époque, hein, j'étais pas trop con. C'est très mauvais signe. Ça veut dire que vous avez arrêté d'apprendre. Donc, continuellement apprendre et continuellement réaliser à quel point on avait tort et à quel point on est meilleur maintenant, c'est un énorme objectif et c'est une très bonne manière de vivre sa vie. Finalement, et c'est là où je rejoins énormément les stoïciens, une des meilleures manières de vivre sa vie, c'est de vivre une vie qui est en accord avec nos principes. Vivre une vie qui est en accord avec nos valeurs. Et moi, j'appelle ça être une bonne personne. J'ai envie d'être une bonne personne. Il y a quelques valeurs qui sont importantes pour moi et à vous de définir lesquelles sont importantes pour vous. Et le but, ça va être de vivre le maximum de jours, le maximum de semaines, le maximum de mois, le maximum d'années en accord avec ces valeurs. Ces valeurs-là, ça peut être par exemple de ne pas faire aux autres ce qu'on n'aimerait pas qu'on nous fasse. Ces valeurs-là, ça peut par exemple être d'être un homme de courage. Quelqu'un qui ose faire les choses même quand on a peur. Ces valeurs, ça peut être par exemple d'être quelqu'un de discipliné, de faire les choses même quand on n'a pas envie de les faire. Ces valeurs, ça peut être d'être quelqu'un qui se remet en question. Donc, de ne pas être borné, de ne pas être trop fixe sur ses convictions. Ces valeurs, ça peut être de se donner à 100%, d'utiliser toute son énergie jusqu'à être épuisé. Ces valeurs, ça peut être d'être une bonne personne envers ses proches, etc., etc. Donc réfléchir à quelles sont nos valeurs et essayer de vivre et de démontrer ce genre de valeurs le plus possible dans la vie de tous les jours. Et les stoïciens ont justement un petit peu cette philosophie, ils ont un certain nombre de valeurs et on va en parler à travers cette vidéo. La troisième leçon stoïcienne que j'ai envie d'aborder, c'est tout simplement que la vie elle est courte. Marc Aurèle nous dit « Fais tout comme si c'était la pensée ou l'action d'une personne qui est en train de mourir ». Et ce que je trouve très intéressant avec cette citation, c'est que on est tous des personnes qui sont en train de mourir. On a tous une date d'expiration, on s'en approche tous à grande vitesse, mais personne ne vit comme si c'était le cas. On a un peu l'impression qu'on vivra pour toujours. Et ça nous pousse à faire énormément d'erreurs. Ça nous pousse à trop nous prendre la tête, souvent. On se dit que si on fait cette erreur, c'est la fin du monde, ou on a fait cette erreur, c'est horrible, etc. Au final, on va mourir. Toutes les personnes qui nous connaissent vont mourir. Toutes les personnes qui connaissent les personnes qui nous connaissent mourront. Toutes les personnes qui parleront de nous après notre mort mourront. On oubliera qui on est, on oubliera la ville dans laquelle on est né, on oubliera le nom de notre pays, etc. Dans 10 000 ans, plus personne ne saura qui vous êtes, tout le monde s'en foutra. Et si hier, vous avez dit de la merde à votre patron, ou si hier, vous avez oublié de faire un truc important, si hier, vous avez pris de mauvaises décisions, c'est pas grave. D'un côté, il faut arrêter de se prendre la tête, parce que notre vie, elle se finira. Quand on sera mort, tout le monde s'en foutra. Et de l'autre côté, il faut absolument pas s'en foutre et il faut se donner à 100% parce qu'on a peu de temps sur cette terre et donc il faut vivre le jeu de la vie à 100%. Si vous aviez une seule partie de Call of Duty ou de Mario Kart ou je ne sais pas à jouer, si vous n'aviez qu'une seule, pensez à l'état mental dans lequel vous serez. C'est la seule fois de votre vie que vous pouvez jouer à un jeu vidéo. C'est la seule fois, ça va durer 10 minutes. D'un côté, c'est pas trop grave si vous perdez, parce que voilà, c'est la seule partie où on s'en foutra au bout d'un moment. Mais de l'autre, vous avez envie d'en tirer le maximum de plaisir. Et vous allez donc être concentré, pas parce que vous avez peur de perdre, mais parce que vous avez envie de profiter à 100% de cette partie. Eh bien, la vie doit être abordée de la même manière.
Ça sert à rien de se prendre la tête sur les choses qu'on ne peut pas changer. Au final, tout était poussière, tout sera poussière. On aura oublié qui vous êtes. Mais tant qu'on est sur cette terre, il faut en profiter à 100% et essayer d'accomplir le maximum. Et je pense que cette philosophie, elle est extrêmement importante pour deux types de personnes. D'un côté, les jeunes. Si vous êtes jeune, vous regardez cette vidéo, vous êtes mineur ou même vous avez la vingtaine, c'est super important, et j'espère pouvoir transmettre ça au maximum de jeunes à travers cette vidéo, c'est super important de comprendre que votre vie ne commence pas à 25 ans. Votre vie ne commence pas à 21 ans, votre vie, elle commence maintenant. Les années de notre vie qu'on passe en étant jeune, elles sont extrêmement importantes parce qu'il faut voir un petit peu la vie comme un boulet de canon. Voilà. Et la manière dont il est projeté au début, ça change tout. D'accord ? Si vous commencez votre trajectoire comme ça, là, pour la remonter après, c'est galère. Il va falloir se battre contre Newton, c'est pas chose facile. Par contre, si vous vous lancez sur la bonne trajectoire, pour vous dérailler, ça va être difficile. Donc, si vous avez 16 ans, vous regardez cette vidéo, ne vous dites pas ah oui de toute façon j'ai besoin de mes études et après c'est que quand j'ai mon diplôme que je vais pouvoir gagner de l'argent, c'est que quand j'aurai mon diplôme que je vais pouvoir prendre mes propres décisions, là c'est mes parents qui décident. Non, si vous avez 14 ans, vous avez 12 ans, vous avez 20 ans, vous avez aujourd'hui le pouvoir de choisir le temps que vous passez sur les réseaux sociaux, le temps que vous passez à lire des livres, le temps que vous passez à déjà peut-être essayer de lancer un projet, etc. Le temps que vous passez à vous améliorer sur votre diction, sur la manière dont vous parlez, sur votre charisme, sur votre sociabilité, sur, je sais pas, le fait de parler une autre langue, de savoir jouer aux échecs, d'être fort en sport, d'être quelqu'un de discipliné, d'organiser. Toutes ces choses-là, vous pouvez déjà travailler dessus même quand vous avez 10 piges. Donc votre vie, elle commence dès le moment où vous êtes conscient. Et à partir de ce moment-là, chaque action que vous prenez a un impact sur votre futur. Et ne laissez pas la société qui vous dit que voilà, jusqu'à 25 ans, quand vous avez fini vos études, votre vie n'a pas vraiment commencé. Ça, c'est une énorme connerie. Tous les génies ont commencé extrêmement tôt. Et même si vous ne voulez pas devenir un génie, plus vous commencez tôt, plus vous avez un avantage sur tous les autres. Si je pouvais revenir au moment où j'ai 12 ans, eh bien, je le ferais instantanément parce que ça me permettrait de développer des compétences, des skills de manière beaucoup plus rapide et en avance sur tous les autres. Et la deuxième catégorie de personnes pour qui c'est extrêmement important de comprendre que la vie est courte, c'est les personnes qui sont plus âgées. Parce que plus vous êtes âgé, plus votre vie elle est courte. Et si vous avez 50 ans et que vous regardez cette vidéo, c'est pas une excuse pour vous dire « Ah, j'ai loupé le coche, c'est trop tard, maintenant je peux plus m'adapter, etc. » Non. Parce que en fait, il vous reste encore moins de temps de vie. Donc ce temps de vie, il est encore plus important. Et donc c'est encore plus important que vous fassiez votre maximum pendant les années qui vous restent. C'est jamais trop tard pour commencer à vivre la vie de la bonne manière. C'est jamais trop tard pour commencer à essayer d'atteindre son plein potentiel, c'est jamais trop tard pour profiter de la dernière partie que vous avez à jouer. Quatrième leçon qu'on peut tirer de Marc Aurèle, c'est celle de montrer l'exemple. Marc Aurèle, pendant son règne, il va avoir à contrer de gros problèmes économiques et notamment une peste qui va ravager sa population. Et pendant cette période-là, il va faire le choix de vendre aux enchères plein de ses possessions. Qu'au lieu d'augmenter les impôts qu'il avait vers son peuple, il va vendre pas mal des choses qu'il avait et utiliser cet argent-là pour aider son empire. Alors, je ne sais pas à quel point les choses qu'il a vendues représentaient des sommes importantes, mais j'imagine qu'à l'échelle d'un royaume, ça n'a pas fait toute la différence. Le fait qu'il vende ses habits, certains de ses bijoux, etc., je ne pense pas que c'est ça qui a sauvé l'économie de son royaume. Mais c'est pas pour autant que c'est une erreur. Et il y a un autre exemple frappant qui est exactement la même chose. C'est l'exemple d'Elon Musk. Elon Musk, quand Tesla avait des problèmes sur la chaîne d'approvisionnement de ses voitures, et donc ils n'arrivaient pas à manufacturer les Tesla dans les bonnes quantités et sans délai, et ben, il dormait à l'usine. Il a dormi pendant des semaines à l'usine que quelques heures. Et moi, quand je lisais cette histoire, et je me disais, mais il est quand même un peu con, cet Elon Musk, parce que c'est censé être le mec, le meilleur entrepreneur de tous les temps, mais il n'avait pas compris que prioriser son sommeil, c'était important, et que voilà, peut-être dormir un peu plus, et surtout dormir dans un lit, ça lui permettrait en fait d'être plus efficace, et que s'il est plus efficace, eh bien, même s'il travaille moins, il allait avoir un output, un résultat qui était meilleur, et donc plus aider Tesla. Donc quand j'étais ado et que j'ai lu ça, je me suis dit, ah, en fait, Elon Musk, il n'est pas si intelligent que ça, il n'a pas compris le principe de priorisation et de prioriser les choses qui vont me permettre d'être plus intelligent et donc d'avoir un effet levier qui va se répercuter sur toutes nos actions par la suite. Et en fait, quelques années plus tard, comme souvent, je me suis rendu compte que celui qui avait raison, c'était pas le Yomi adolescent, mais c'était bel et bien le meilleur entrepreneur du monde, étonnant. Et en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'Elon Musk, s'il dormait sur le sol de l'usine,
C'est pas parce qu'il était convaincu que chaque seconde qu'il pouvait économiser allait lui permettre de sauver son entreprise et que le sommeil c'est pas important et que prioriser c'est pas important, etc. Non, ce qu'il avait compris, c'est que quand on dirige des entreprises avec plusieurs milliers d'employés, les décisions qu'on va prendre en tant que CEO, elles sont importantes. Mais ce qui est aussi très important, c'est le moral des employés, des équipes, etc. Ce qui est très important, c'est l'image et le storytelling qu'on va donner à nos clients, mais aussi et surtout aux personnes qui travaillent avec nous. Et Elon Musk, quand il allait dormir sur le sol de l'usine, eh bien, il montrait à tout le monde qu'il était prêt à sacrifier son confort personnel, à lui aussi se mettre dans des conditions difficiles, lui aussi faire des efforts extrêmes, parce que la mission de l'entreprise était tellement importante. Et c'est ça qui a permis à tous les employés, toutes les personnes qui le voyaient dormir à l'usine, de se lever plus tôt le matin, de continuer à travailler, de faire des heures supplémentaires et de vraiment valoriser la cause de Tesla, la mission de Tesla à 100%. Donc Elon Musk, s'il s'est mis à dormir sur le sol de l'usine, c'est pas pour gagner quelques minutes, mais c'est pour envoyer un signal extrêmement fort à toutes ses équipes. Il voulait montrer l'exemple. Tout comme Marc Aurèle montrait l'exemple en revendant ses possessions pendant les temps difficiles de son royaume. Il montrait à toutes les personnes au Sénat, à tous les ministres, même jusqu'aux villageois du fin fond de l'Empire romain, que l'empereur lui aussi souffrait, l'empereur était à nos côtés et qu'on allait réussir à se battre et à passer à travers cette période difficile. Il ne faut pas négliger l'importance de montrer l'exemple en tant que leader, mais même en tant que personne, de manière générale. Un truc que j'aime imaginer, c'est qu'il y a toujours des caméras autour de moi. Il y a toujours des personnes qui sont en train de me filmer, et j'ai envie de montrer l'exemple. J'ai envie de montrer l'exemple dans ma vie, j'ai envie de montrer l'exemple quand je me réveille, j'ai envie de montrer l'exemple quand je fais des sacrifices, j'ai envie de montrer l'exemple quand comment je me comporte quand personne ne me regarde, mais aussi quand des personnes me regardent, comment je parle à mon taxi, comment je parle à mon serveur, comment je parle à la personne que je viens de rencontrer et que je ne connais pas, comment je parle de mes amis quand ils ne sont pas là, comment je parle des personnes que je n'aime pas quand elles ne sont pas là, etc., etc. Essayez de montrer l'exemple en tout temps. C'est extrêmement important pour bien sûr les personnes avec qui vous travaillez, toutes ces choses-là, etc. Mais c'est aussi extrêmement important pour vos amis, être la personne qui montre l'exemple, qui se comporte de manière honorable dans votre cercle d'amis et dans votre famille. Finalement, c'est aussi important par rapport à vous-même. Parce que la manière qu'on a de se comporter quand personne nous regarde, la manière qu'on a de se comporter à nos propres yeux, la réputation qu'on a auprès de nous-mêmes, c'est la réputation la plus importante qu'on peut avoir. Et cette réputation-là, on ne peut pas la tricher. On peut se mentir à soi-même pendant quelques semaines, mais au fond de nous, on sait. Et c'est pour ça que c'est super important d'avoir des actions concrètes qui montrent quel type de personne on est et de se prouver à nous-mêmes qu'on doit avoir une bonne réputation. 5e leçon qu'on peut tirer de nos chers amis stoïciens, c'est que l'obstacle est la voie. C'est un livre de Ryan Holiday que j'ai lu, du Obstacle is the Way, que je trouve extrêmement intéressant et qui est en fait simplement là pour expliquer que quand on a des difficultés, quand on a des obstacles, souvent c'est pas quelque chose qui nous bouge, mais c'est quelque chose qui nous permet d'aller plus loin. Il faut arrêter de voir les difficultés qui arrivent dans notre vie comme des problèmes, mais simplement comme des obstacles à surmonter. Il n'existe pas d'échec, il n'existe pas de mur qu'on ne peut pas traverser. Il existe uniquement des petits problèmes à régler, des obstacles à surmonter. J'ai écouté un interview de Jeff Bezos il y a quelques semaines et il disait qu'il essayait de faire du lateral thinking. Donc lateral thinking, pensée latérale en français, c'est quelque chose de super important et j'avais jamais vraiment entendu parler de ça. Et maintenant j'en entends parler partout parce que quand vous parlez, vous écoutez des entrepreneurs de haut niveau, ils réfléchissent souvent comme ça. Alors, le meilleur exemple pour vous expliquer le lateral thinking, je peux parler de ça. J'étais en vacances la semaine passée et on faisait un jeu où on devait mimer. Donc, en gros, il y avait des équipes et on chopait un mot et on devait le mimer. Donc, moi, je devais en fait mimer le mot important. Donc, j'arrive comme ça et je fais genre que je vais faire un discours et je fais... Et dans ma tête, c'est évident que ça veut dire, alors les amis, important, voilà. Et en fait, il n'y a personne qui comprend. Les gens, ils disent 1, ou genre premier, ou ordre, ou attention, mais ils disent pas important. Et en fait, pendant plusieurs minutes, je refais le même mouvement, quoi. Et au bout d'un moment, je me dis, non mais attends, Yomi, t'es con. C'est la 10e fois que tu fais le même mouvement, il trouve pas, trouve une autre manière. J'ai commencé à mimer mon ami Tyler Chiche, qui utilise tout le temps le mot important et une marque avec ce nom, etc. Et grâce à cette manière-là, ils ont réussi à trouver le mot important. Et ça, c'était un exemple parfait du fait qu'on oublie de faire du lateral thinking.
J'étais bloqué dans ma manière de voir la chose. C'est genre, ah oui, il fallait montrer avec ce geste. Et je faisais ce geste en boucle, alors qu'il existait des dizaines d'autres solutions que je n'avais même pas envisagées. J'avais vraiment cette vision tunnel. Et énormément de personnes font cette erreur-là. Quand ils ont un problème dans leur vie, c'est ah, je voulais faire comme ça, je ne peux pas faire comme ça, ou bien ils essaient la même solution en boucle et ils se cognent au même mur alors qu'il y a une fenêtre qui est ouverte juste à côté. Donc quand vous avez un problème dans votre vie, premièrement, on ne dramatise pas. C'est pas grave, malgré l'importance du problème, malgré la puissance de la douleur. 1. Les émotions négatives vont s'estomper avec le temps. 2. Il existe toujours une autre solution. 3. Cette chose-là nous apprendra quelque chose et nous rendra plus forts. Et 4. Gardons en tête qu'il faut faire du lateral thinking et qu'il y a toujours des solutions différentes, qu'il faut envisager toutes les solutions avant de penser qu'on est coincé. 6e point qui nous vient des stoïciens et cette fois d'Épictète. Épictète, c'est un des autres 3 grands philosophes qui ont poussé le mouvement du stoïcisme. Ce qui est dingue avec Épictète, c'est qu'il est né esclave et il est mort en tant qu'homme libre. Il a réussi à payer sa dette d'esclave, à se faire libérer par son maître et il est devenu un des philosophes les plus influents du stoïcisme. Et il y a un truc avec Épictète qui est assez intéressant et assez frappant, c'est qu'il boitait, il avait un problème sur une de ses jambes. Et en fait, l'histoire derrière cette jambe cassée, elle est assez impressionnante. Le maître d'Épictète, il s'amusait à essayer de tester une machine à torture. Il met la jambe d'Épictète dedans, il serre, et là, Épictète, il le regarde et il lui dit la jambe va casser. Le maître s'entête, continue à serrer, et au bout d'un moment, la jambe se casse. Et là, Épictète, il regarde le maître et il dit je t'avais dit, la jambe allait se casser et elle s'est cassée. C'est une histoire horrible, mais elle montre à l'extrême une des qualités qu'avaient les stoïciens, qui est de rester calme et de ne pas se laisser influencer par la peur et le regret. Épictète, dans cette situation-là, il aurait pu se lamenter avant que la jambe casse, il aurait pu se mettre à crier, à avoir peur, à hurler. Et il aurait aussi pu, après que sa jambe s'est cassée, se lamenter, s'énerver, être triste, être désespéré. Mais, comme le raconte l'histoire, il a exhibé aucune de ses émotions. Il a fait preuve de courage et il est resté rationnel. Et c'est quelque chose, c'est un comportement qu'on doit apprendre. Ce qui fait la différence entre les enfants et les adultes, c'est justement le fait d'être capable de rester rationnel et d'être calme dans les situations difficiles. Un enfant, il va pleurer parce qu'il ne peut pas avoir son goûter. Il va pleurer avant parce qu'il est impatient. Il va pleurer si on ne lui donne pas ou quand on lui retire parce qu'il a déjà trop mangé. Un enfant, il va s'énerver parce qu'on lui prend son jouet. Un enfant, il va pleurer parce qu'il doit se séparer momentanément de son jouet préféré. Un adulte est capable de perdre son emploi et de rester calme. Un adulte doit être capable de perdre un proche et de quand même continuer à faire ses devoirs. C'est pas parce que vous perdez quelqu'un de votre famille que le lendemain, vous allez arrêter de vous occuper de vos enfants. Même si c'est dur, même si c'est extrêmement dur, on doit être capable, en tant qu'adulte, de continuer à agir de la bonne manière malgré les moments difficiles de notre vie. Si Épictète a pu se faire casser une jambe et rester de marbre, vous pouvez rester de marbre, même dans les situations professionnelles et personnelles qui sont difficiles. Donc, posez-vous la question. La prochaine fois que vous ressentez une émotion difficile, posez-vous la question, qu'est-ce qu'Épictète aurait fait ? C'est pas grave, c'est pas une erreur, hein, c'est pas mal de ressentir les émotions. Ce qui est mal, c'est de se laisser emporter par ces émotions et d'agir de manière irrationnelle, d'agir de manière qui vous desserve uniquement parce que vous n'arrivez plus à réfléchir à cause de quelque chose de difficile qui vous arrive. 7e leçon que nous apporte aussi Épictète et qu'il illustre parfaitement bien à travers cette citation. Ne te vante pas de tes discours ou de tes actions, ne te targue pas d'avoir étudié les principes, mais montre-toi transformé par eux. Quand je parle à des potes et que je critique le fait qu'ils n'aient pas fait ou pas mis quelque chose en place, il y a 2 types de réactions. Il y a certains potes qui vont dire oui, c'est vrai, et qui vont le changer. Il y en a d'autres qui vont dire ouais, mais j'ai quand même essayé, ou ouais, mais j'ai quand même mis la moitié en place. Alors par exemple, un pote, on lui conseille d'aller à la salle, et 2 mois plus tard, il y va plus, et il fait ouais, mais je suis quand même allé pendant 4 semaines, quoi. Ouais, le résultat, c'est que tu n'as pas réussi à garder l'habitude d'aller à la salle, tu n'as pas perdu de poids, tu n'as pas pris de muscle. Résultat, il est inexistant. Ce qui est important, c'est pas de parler.
Ce qui est important, c'est pas de s'informer. Ce qui est important, c'est pas de comprendre. Ce qui est important, c'est de changer. C'est d'agir, mais même au-delà d'agir, c'est d'agir assez longtemps pour changer. Et ce qui est important, c'est pas l'effort, mais c'est le résultat. Si vous avez un pote qui est gros, et que vous lui dites « mec, t'as pas perdu de poids », et qu'il vous dit « oui, mais j'ai arrêté de manger des pizzas », on s'en fiche. Si t'as arrêté de manger des pizzas, mais que c'est pas assez pour te mettre en déficit calorique ou que t'as compensé avec quelque chose d'autre, eh ben, le résultat n'est pas là. Si le pote, il a rien fait, le résultat n'est pas là. Si le pote, il a lu des dizaines de livres là-dessus et qu'il n'a pas perdu de poids, le résultat n'est pas là. La seule chose qui est importante, c'est d'agir assez pour obtenir le résultat. Tant que vous n'avez pas agi assez pour obtenir le résultat, vous n'avez rien fait. Ce serait comme si vous demandiez à une armée d'aller construire une muraille et que quelques jours plus tard, vous vous faites envahir à l'endroit où tu es censé avoir une muraille et que les mecs de l'armée vous disent « ouais, mais attends, on a fait 90% de la muraille, on a juste pas fini là, le bout, on a laissé une petite porte parce qu'on avait la flemme. » Eh ben, les 90% ont servi à rien. Si vous avez passé des heures à apprendre un truc, à vous informer sans l'appliquer, ça n'a servi à rien. Si vous avez passé des heures à comprendre un sujet sans le mettre en place, ça n'a servi à rien. Si vous avez passé des heures à essayer d'implémenter un régime pour au final abandonner, ça n'a servi à rien. Vous devez avoir la discipline de l'action. Comme les stoïciens l'avaient compris, vous devez agir jusqu'à obtention du résultat. Et si vous ne le faites pas, vous ferez partie du 90% de la population qui ne progresse pas et n'atteindra jamais ses objectifs. La difficulté aujourd'hui, elle n'est pas dans le fait de comprendre certaines choses, elle n'est pas dans le fait d'avoir les informations, elle n'est pas dans le fait de parler de ce qu'on va faire ou d'avoir de beaux discours. La difficulté aujourd'hui, elle est de réellement entrer dans la discipline de l'action et d'agir jusqu'à l'obtention du résultat. Les efforts, les discussions, les informations sont inutiles. La seule et unique chose qui compte, c'est les actions jusqu'à obtention du résultat. 8e notion stoïcienne qui nous vient cette fois-ci de Marc Aurèle, c'est la notion de responsabilité. L'homme ordinaire est exigeant avec les autres, l'homme exceptionnel est exigeant avec lui-même. Marc Aurèle avait compris il y a des milliers d'années qu'il devait être le seul et unique responsable de sa vie, qu'il ne fallait pas attendre beaucoup de la société, mais attendre énormément de soi-même, d'avoir des standards personnels extrêmement élevé. Dès l'aurore, dis-toi d'avance, je vais rencontrer un indiscret, je vais rencontrer un ingrat, je vais rencontrer un insolent, un fourbe, un envieux et un égoïste. C'est ce que Marc Aurèle se disait tous les matins. Et ça le préparait aux injustices de la vie, ça le préparait à avoir des standards bas envers le monde extérieur. Et si on le fait, on peut être que surpris en bien. Si on s'attend à rencontrer des incompétents, des fourbes, des personnes à qui on ne peut pas faire confiance, des gens qui vont vouloir nous nuire, eh bien on se protège contre les choses négatives qui peuvent nous être apportées par d'autres individus. On ressent de la gratitude quand on rencontre bel et bien des personnes positives. Mais le plus important, ça va être de faire l'inverse par rapport à soi-même et de ne pas se féliciter trop vite, mais continuellement se remettre en question. La personne plutôt qui se dit oui, mais je suis quand même allé à la salle pendant quelques semaines alors qu'il a arrêté son habitude, c'est quelqu'un qui se félicite trop vite. C'est quelqu'un qui est content d'avoir fourni quelques efforts alors qu'il n'a pas agi assez longtemps pour obtenir le résultat. Vous devez être votre première critique, vous devez sans cesse vous remettre en question et augmenter la hauteur de vos standards. Si vous êtes content de vous-même, vous avez arrêté d'apprendre. Il y a deux types de critiques. Il y a la critique qu'on utilise pour réduire notre pouvoir. Donc par exemple, penser qu'on est con, penser qu'on est incapable, penser qu'on n'est pas discipliné, etc. Et penser que ces choses-là ne peuvent pas évoluer, c'est en fait se contraindre à un fixed mindset, à des capacités fixes et faibles, et donc ne pas avoir confiance en soi. Et il y a les critiques inverses, donc les critiques qui sont du fait de penser qu'on a un énorme potentiel, mais qu'on n'est pas à la hauteur de notre potentiel et qu'on peut faire mieux. Et ces critiques-là, il ne faut jamais les arrêter. Il faut continuellement penser qu'on peut être le meilleur au monde, mais qu'on ne fait pas assez, et donc réfléchir à comment on peut faire mieux. Si on n'obtient pas la note qu'on veut à un test, c'est pas parce qu'on est nul. C'est pas parce qu'on a déjà essayé, mais bon, on n'a pas eu de chance. Non, c'est parce qu'on aurait pu avoir la meilleure note de la classe, mais on a fait une erreur quelque part et on va trouver cette erreur pour pouvoir avoir la meilleure note de la classe la prochaine fois. 9e leçon qu'on tire de nos ancêtres les stoïciens, et cette fois, elle nous voit encore une fois d'Épictète. N'attends pas que les événements arrivent comme tu le souhaites, décide de vouloir ce qui arrive et tu seras heureux. Il faut réussir à inverser la chose. On a tendance à toujours vouloir certaines choses et à être déçu quand elles n'arrivent pas. Et si on arrive
à être satisfait de tout ce qui arrive et de trouver une raison d'être heureux de tout ce qui arrive, eh bien ça augmente notre gratitude, ça augmente notre manière d'apprendre de tous les événements et ça augmente notre bonheur dans la vie. Parce que même le pire événement peut apporter quelque chose de positif. Imaginons que vous vous faites virer, vous pouvez soit vous concentrer sur l'argent que vous avez perdu, le stress que ça va augmenter, l'argent que vous auriez pu gagner mais que vous n'avez pas gagné, le fait qu'on vous a trahi, le fait qu'on ne vous reconnaît pas à votre juste valeur, le fait que vos potes vont vous voir comme un incapable, le fait que ça va faire une tâche sur votre CV, etc., etc. Ou vous pouvez vous concentrer sur trouver du positif à l'intérieur de ces choses-là. Le fait que vous vous êtes fait virer, ça vous donne l'opportunité de trouver un job qui vous convient mieux. Le fait que vous êtes viré, ça vous montre que vous devez progresser sur certains points et ça vous permet de vous remettre en question. Le fait que vous faites virer, ça vous donne plus de temps pour pouvoir lancer votre nouveau projet, etc., etc. Peu importe. Peu importe, hein. Et même dans les cas les plus graves et les plus horribles, on peut toujours trouver une raison d'apprendre de la chose difficile qui vient d'arriver et de trouver de la gratitude sur le fait que ce soit passé. Il y a une étude qui a été faite où on a fait écrire des lettres de gratitude à des centaines d'élèves et 100% des élèves ont été plus heureux après avoir rempli ces lettres de gratitude. Il y a vraiment un truc qui marche de manière scientifique et prouvée pour élever le niveau de bonheur dans la vie, c'est de se forcer à ressentir de la gratitude. Personnellement, tous les matins, je trouve 3 choses dans ma journée du passé, comment est-ce qu'on dit ça? Pas du lendemain, mais la journée d'hier, qui étaient positives et pour lesquelles je dois ressentir de la gratitude et ça me permet d'aborder chaque journée avec un état d'esprit beaucoup plus sain. Marc Aurèle, dans son livre, hein, il passe... je crois des pages et des pages à expliquer toutes les choses pour lesquelles il est reconnaissant et il note des choses qui sont très difficiles, il note certains de ses ennemis, certaines des personnes qui lui ont causé énormément de problèmes parce qu'il a cette habitude de toujours trouver le positif, toujours trouver la gratitude. 10e leçon stoïcienne qu'on va aborder aujourd'hui, c'est l'examen personnel. Le livre Penser à moi-même de Marc Aurèle, dont je tire pas mal de ses citations, c'est, comme on l'a vu plus tôt, un carnet de notes. C'est tout simplement des réflexions qui ne devaient pas être publiées de base, c'est des réflexions que Marc Aurèle faisait par rapport à lui-même. Et ce carnet, il l'utilisait pour 2 choses principales. Premièrement, il méditait sur les choses difficiles qui lui arrivaient dans la vie. Et ça, c'est quelque chose que j'ai commencé à mettre en place récemment, où en fait, je vais, à chaque fois que je ressens de la douleur, à chaque fois que j'ai un sentiment que je n'ai pas envie d'avoir, je prends note. Et toutes ces notes-là, toutes ces douleurs, je les lis avec un problème. Si par exemple, je suis stressé parce que j'ai trop de choses à faire pendant une journée, je vais écrire, ok, stress parce que trop de choses à faire, ok, je vais tirer une flèche, quel est le problème? Problème peut-être désorganisation, problème mauvaise délégation, problème mauvais emploi du temps, problème pas avoir fait la méditation, etc. Donc j'identifie des problèmes et ensuite ces problèmes-là, je les trie par ordre de priorité et je vais les régler un à un. Et le but dans votre vie, ça doit être de faire ça. Toute douleur qui n'est pas volontaire, comme par exemple la douleur d'aller à la salle, ou la douleur de prendre un bain froid, ou d'avoir une discussion difficile, de se séparer d'un collaborateur, toute douleur que vous ne voulez pas ressentir dans le futur, elle est liée à un problème. Il faut identifier ce problème et il faut l'améliorer. Et d'avoir cette habitude de le faire soit par écrit, soit dans votre tête, eh bien, c'est quelque chose qui vous permettra de progresser. Si vous n'identifiez pas vos problèmes et si vous ne résolvez pas vos problèmes, dans 5 ans, vous aurez exactement les mêmes et donc votre vie sera exactement au même endroit. Ça doit vraiment devenir une habitude. Identifiez les problèmes que vous avez dans votre vie, peut-être mettez pause sur la vidéo actuellement et réfléchissez, c'est quoi vos 10 plus gros problèmes que vous avez actuellement? Quelles sont les 10 choses qui vous créent le plus de douleur? Et ces choses-là, vous devez trouver des manières de le résoudre. Et si vous pensez qu'il n'y en a aucune, on se rappelle ce qu'on a dit il y a quelques minutes, vous devez simplement penser latéralement et trouver une autre manière de résoudre le problème car il en existe toujours. Deuxième chose que Marc Aurèle a fait à travers ce livre-là, c'est de synthétiser sa philosophie et toutes les choses qu'il apprenait. Et donc de se remettre en question continuellement. Ça, à nouveau, vous pouvez le faire par écrit ou juste mentalement. Une des grosses choses vraiment qui m'a permis d'atteindre mes objectifs et d'atteindre des choses que j'aurais jamais pensé pouvoir atteindre, c'est que depuis que je suis gamin, je suis continuellement en train de réfléchir à ce que j'ai fait, si je l'ai bien fait, comment j'aurais pu le faire autrement, qu'est-ce que je peux apprendre pour mieux faire, etc. Donc je suis en continuel apprentissage. Ça, c'est la chose la plus importante si vous devez tirer quelque chose de cette vidéo, c'est de constamment réfléchir à comment est-ce que vous avez agi, comment est-ce que vous auriez pu agir et comment est-ce que vous pouvez agir dans le futur pour obtenir de meilleurs résultats. Et ça, c'est dans le fondement de la philosophie stoïcienne, ça ne m'étonne pas. Et j'espère que ça le sera pour vous aussi à partir de maintenant. Si les vidéos sur le stoïcisme vous intéressent, j'ai fait un guide complet du stoïcisme qui explique exactement en quoi consiste cette philosophie, les points les plus importants dans l'ordre, de manière précise et épurée. Je vous invite à cliquer dessus. Ça s'affiche quelque part juste ici et j'espère sinon que la vidéo vous a plu. C'était Omi. Allez, ciao.